Bonjour, bienvenue sur le plateau de La Voix est libre, le magazine politique de France 3 Picardie avec Florent Loiseau. Bonjour Florent. Bonjour. Nous recevons aujourd'hui Jérôme Bignon. Jérôme Bignon, bonjour. Bonjour messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député UMP de la Somme. Votre actuelle circonscription, parce qu'elle va changer, recouvre plus précisément le secteur du Vimeux. Vous êtes aussi conseiller général de Oisemont. Autre fonction, la présidence du Conservatoire du Littoral. À ce titre, vous êtes au fil des années forgé une image de spécialiste de la protection de l'environnement, un sujet sensible pour le littoral picard, où les chasseurs pèsent lourd, électoralement parlant notamment. Sur le plan politique, vous êtes un héritier du gaullisme historique, on va dire. Votre regard sur la politique de Nicolas Sarkozy nous intéresse. Nous sommes à moins de 2 ans des présidentielles, forcément décisives pour votre réélection législative. Ne l'oublions pas, arriveront quelques semaines après les présidentielles. Mais d'abord, retour sur cette longue carrière politique avec Florent. Oui, à l'origine en politique, Jérôme Bignon, vous êtes un fils d'eux. Votre père, Charles, a été maire de Berménil et député de la Somme de 68 à 73. Vous avez marché dans ses pas, puis vous avez pris votre envol, c'est ce qu'on va voir, avec des images d'archives sélectionnées par Stéphanie Maréchal. Le montage est signé Isabelle Debray. 1987, Jérôme Bignon est installé depuis 7 ans dans son fauteuil au Conseil général de la Somme, élu du canton de Oisemont et maire de Berménil depuis le décès de son père. Avocat au barreau de Paris, il a une autre ambition. 1988, les législatives, il laboure la 3e circonscription et n'hésite pas à donner de sa personne devant la caméra. Pour être en forme intellectuellement, il faut être en forme physiquement et que l'un ne va pas sans l'autre. Je fais de la natation, je cours un peu. Vous faites des pompes un peu? Ça m'arrive d'en faire, oui. Mais je suis pas un grand spécialiste. Je pourrais vous en faire une ou deux si vous voulez. Oui, si c'est alors possible. allons-y. Malgré cette édifiante démonstration, ce n'est pas pour cette fois-ci. Il faut attendre 1993 pour que Jérôme Bignon entre à l'Assemblée nationale. Et enfin, dans la 3e, à Miennois-Vimeux, l'élection de Jérôme Bignon, RPR, élu avec 54,7% des voix. Je mesure d'autant mieux cet honneur que sur les 9 cantons de la circonscription, je l'emporte dans 8 des 9 cantons. Mais Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale en 1997 et Jérôme Bignon se retrouve face au socialiste parachuté Vincent Peillon. Ce dernier l'emporte. Il faut que les choses se repositionnent, se reposent. Il y a toujours le président de la République qui est là et qui aura son mot à dire, y compris sur l'organisation de l'opposition. Résigné face à la vague rose, mais serein, Jérôme Bignon sait qu'il a des cartouches pour l'élection suivante en 2002, le vote des chasseurs. 15% au premier tour pour le CPNT Nicolas Lautin. Ils feront pencher la balance en faveur de Jérôme Bignon au second tour. Je ne dénie absolument pas le fait d'être l'élu des chasseurs. Je ne suis pas que l'élu des chasseurs. Je suis l'élu d'une population plus large que celle des chasseurs. Mais j'aime beaucoup les chasseurs et je les défends avec acharnement. Réélu député en 2007, Jérôme Bignon est nommé président du groupe d'études sur la chasse à l'Assemblée. Il obtient l'année suivante un accord qualifié d'historique entre les fusils et les associations écologistes sur les dates de la chasse au gibier d'eau. Jérôme Bignon est également président de l'Agence des aires marines protégées et président du Conservatoire du Littoral. Le député du Vimeux est ainsi devenu le référent national pour la gestion et la protection des côtes françaises. Voilà pour le portrait. Jérôme Bignon, l'engagement gaulliste, c'est un héritage familial, en fond. Oui, mais ça a été une adhésion volontaire. C'est vrai que j'ai été élevé dans cette idée. Mon père avait été dans la 2e DB, il a combattu avec la France libre, donc c'était quelque chose que j'entendais à la maison et ça m'a jamais laissé indifférent. C'est en 65, au moment des élections présidentielles du général de Gaulle face à François Mitterrand, que j'ai commencé à m'engager. J'ai adhéré à l'action étudiante gaulliste, j'avais 16 ans et depuis j'ai toujours eu une carte. Vous êtes chiracien, est-ce que vous vous reconnaissez dans le style Sarkozy ? J'aime beaucoup chez le président de la République, c'est vrai que je ne suis pas un sarkozyste historique, j'aime beaucoup son énergie, sa volonté de faire changer les choses, sa volonté de réformer. Ça me plaît parce que notre pays en a besoin et peut-être de temps en temps je me retrouve pas dans certaines attitudes. J'étais plus proche du radicalisme tête de veau de Jacques Chirac parce que c'est son ascendance rurale et la mienne qui m'amène Nicolas Sarkozy, le président de la République, est plus élu des villes. Et donc je suis moins urbain. Voilà, c'est probablement la différence principale. Le discours gaullien d'un Dominique de Villepin ne vous séduit pas davantage ? Non, parce que je trouve qu'il est trop exalté. Il n'est pas gaullien. Il a été gaullien.
éolien et il est sorti des rails. Demain, pour les législatives, après-demain, on va dire, ça va pas être un peu compliqué de se réclamer du président de la République le plus impopulaire de la Ve République ? Les choses vont changer, elles vont évoluer. L'élan de réforme n'a pas diminué. Le président de la République veut continuer. Je pense qu'il a été élu pour ça. Vous savez, quand vous bougez les choses, vous secouez. Et il faut qu'à un moment donné, les choses se restabilisent. Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, mais le moment venu, les Français apprécieront celui qui a fait contre ceux qui ont crié sans rien faire. Alors, vous savez que c'est le fil conducteur de l'émission. On vous suit une journée. Florent, vous avez suivi notre invité lundi. C'était le premier rendez-vous à Amiens. À Amiens, à l'hôtel des Feuillants, c'est le conseil général de la Somme. Vous êtes arrivé en retard et ça tombe plutôt bien finalement, puisque vous avez pu vous mettre au fond de la salle près du radiateur pour papoter avec votre collègue. À cette réunion concernant les projets de développement durable du département, il y avait également la socialiste Catherine Le Tyran-Quignon de Montdidier. Et voici son point de vue sur vous. C'est plutôt quelqu'un de doux, je pense qu'il n'est pas virulent, il a ses idées, nous avons les nôtres, il est capable de les défendre, chacun étant là pour un peu mettre en avant son étendard. Ceci étant, c'est pas, je dirais, un opposant qui n'est pas constructif. Vous savez, parfois des gens qui ont tendance à vouloir tout casser, c'est pas son style. Il est là, il apporte sa position, il la défend, comme nous défendons les nôtres, donc du coup ça permet parfois aussi d'arriver à un consensus. Alors elle dit aussi que vous êtes un courant d'air, on l'a vu, vous avez beaucoup de responsabilités. Est-ce que le mandat de conseiller général, c'est pas le mandat de trop ? Non, c'est le mandat d'origine, c'est celui qui m'attache à la terre dont je suis. Vous évoquiez mon père, mais mon grand-père, mon arrière-grand-père, on est de là. On est enterré là, c'est mes racines, c'est mon identité. C'est impossible pour moi. J'ai choisi toujours, j'ai été au conseil régional, quand j'étais en cumul, je suis toujours revenu au conseil général. C'est 30 ans de ma vie. Et pourtant, vous êtes à l'origine de la proposition du mandat unique conseiller général, conseiller régional, oui. Deviendra bientôt conseiller 2014, territorial oui. en 2014. Je l'assume. Vous renoncez pas un petit peu à l'originalité du mandat de conseiller général et du département ? Non, parce que le conseiller territorial reste enraciné dans un territoire. Il ne le sera plus dans un canton, ça sera un territoire un peu plus vaste. Il y aura 37 territoires dans le département de la Somme au lieu de 46 cantons. Il y a peu de gens qui savent qu'il y a 46 cantons, donc ça ne changera pas fondamentalement les choses. Mais il y a cet enracinement qui fait que le conseiller territorial, le conseiller général, à la différence du conseiller régional, est dans les pieds dans la terre, les pieds dans son quartier quand il s'agit d'un élu urbain. Alors un seul élu, on maintient 2 assemblées, ça reste compliqué tout ça. Non, je crois que c'est assez cohérent. Au contraire, on va peut-être professionnaliser, comme ils en ont besoin, les élus locaux, qui pourront travailler le matin pour les activités du département, le collège, l'après-midi pour les activités de la région, le lycée, et mettre de la cohérence dans tout ça, pour le tourisme, pour l'économie, pour l'éducation, pour la culture. On dépense beaucoup d'argent avec des doublons. On perd beaucoup de temps avec des réunions de comité dans tous les sens. Là, on va rendre efficace et cohérent l'action publique. On va rester dans la catégorie des différentes casquettes. À Paris, à l'Assemblée nationale, Christian Jacob vient de prendre la responsabilité du groupe UMP. Il était jusque-là président de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Vous en étiez le vice-président et vous êtes candidat à sa succession. Pourquoi ? Est-ce que c'est une question de prestige ? Non, c'est une question de cohérence avec mon action. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais un des acteurs incontournables du littoral, de la protection de la nature. Je vous en remercie, c'est probablement un peu vrai. Et la commission du développement durable, c'est précisément elle qui est au cœur de ces problématiques de transport, d'énergie, de biodiversité, d'agriculture. Et donc, je me sens bien en charge de ces questions-là. Candidat, vous avez une petite chance ? On a toujours une chance. Et au loto, il faut toujours acheter un ticket pour gagner. Alors nous poursuivons notre journée avec notre invité Florent dans le fief de Jérôme Bignon, cette fois direction la Côte-Picarde. La Côte-Picarde à Mercey-les-Bains, la commune de votre suppléant, pour tenir une permanence à la mairie. Vous avez découvert que la commune, eh bien, en ce moment, elle traverse une semaine plutôt difficile. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je vais faire ma permanence. Je vais faire ma permanence. Ça va ? Bah non, j'ai 4 enterrements cette semaine. Oh là là, pauvre. 4 enterrements. Et aucun mariage. Ah non. Bonjour. Impeccable, formidable. Voilà, formidable donc. Vous avez reçu plusieurs habitants de Mers venus vous demander un coup de pouce pour leur dossier. Cette dame vient d'arriver dans la région et cherche un emploi. J'ai eu France Télécom.
Alors, Vous parlez anglais? Oui, tout à fait. Yes. OK. Yes. Yeah, sure. Yes, I can. Fluent. OK, I just have to practice. That's D'accord, all. c'est bien. Euh, Très bien, Monsieur Pignon. Je vous remercie de votre accueil. Voilà, bilan de l'entretien. Monsieur Pignon, donc, vous allez faire circuler le CV. Autre requête, toujours dans le domaine de l'emploi, pour la fille de ce couple. Le mari, Patrick, est un ancien de Saint-Gobain et il constate avec tristesse l'évolution de l'industrie du verre. Ben, ça me chagrine beaucoup. Parce que, vous savez, Saint-Gobain, dans les années 80, c'était une fourmilière. Ça faisait travailler beaucoup de sous-traitance, aussi bien travaux publics qu'électricité, etc., tout ce qu'il y avait autour. Ça attirait beaucoup de monde. Et puis là, voir ce qui se passe, du matériel qui est démonté, qui s'en va à l'étranger, etc., c'est pas bon du tout. Cette industrie du verre, est-ce qu'elle a toujours un avenir? Oui, un vrai avenir. D'abord parce qu'il y a des industriels de très grande qualité. Toute la vallée jusqu'à l'Oise, c'est un des fiefs de l'industrie du verre en France. D'autre part parce qu'il y a des industriels qui y croient, qui ont investi. Et enfin parce que la restructuration, prenons l'exemple de Saint-Gobain, de Saint-Gobain des Jonquières dont parlait ce monsieur, la rentrée d'un fonds américain qui, non pas un fonds spéculatif qui presse le citron, mais un fonds qui joue sur le retournement du marché. C'est vrai que l'industrie du verre a vécu deux crises. Une crise structurelle qui est régulière dans l'industrie. C'est des crises qui arrivent tous les 7 ou 8 ans. Et puis le retournement de marché lié à la crise financière mondiale qui a fait perdre des parts de marché, le déstockage, etc. Aujourd'hui, j'ai eu un très long entretien la semaine dernière avec Emmanuel Maquet, avec le directeur de l'usine. Les choses vont mieux, les choses sont beaucoup plus claires, les relations avec les sous-traitants sont en train de se normaliser à l'initiative de l'État. L'État a investi beaucoup d'argent pour la vallée du Verre et je pense qu'on est en train de sortir de l'ornière. Vous êtes député du Vimeu, une région d'industrie à la campagne, on va dire. Absolument. Berceau de la serrurerie en France, inquiet pour cette activité, dans cette période compliquée, vous l'avez dit, où aussi il y a la Chine, le rouleau compresseur des délocalisations. 42% de la population active du Vimeu travaille à l'usine. C'est dire que, alors que la moyenne nationale est de 16 ou 17%, c'est une zone industrielle, le Vimeu, avec un savoir-faire exceptionnel. Et donc, quand le président de la République dit il faut que l'industrie française survive, évidemment, il faut qu'elle survive et elle a un avenir. Ça, c'est de l'incantation. J'ai entendu, non, je n'ai pas de l'incantation. J'ai entendu mon père se battant avec Michel Couillet dans des combats anciens. Michel Couillet, député communiste de l'époque, disait le Vimeu, c'est fini. Ça fait 40 ans. Donc le Vimeu, il est drôlement résistant parce que depuis le temps qu'il est fini, il ne devrait plus exister. Or, il y a des fleurons de l'industrie de la robinetterie, des fleurons de l'industrie de la serrurerie, des fleurons de l'industrie nouvelle des pompes à chaleur, de la